Les caves leur servent de toilette, de réserve, de drogue, etc. Ça fait 2 ans que je ne peux plus descendre à la cave. C'est comme la guerre, hein, on dirait que là, dans le chemin là, c'est horrible. Les gens ne vivent plus chez eux, ils vivent chez les trafiquants. Ils sont dépossédés finalement de leur sécurité et presque de leurs droits, ou en tout cas de leur capacité à être chez eux en sécurité. À Rennes, Nantes ou d'autres villes du Grand Ouest, ses habitants vivent un enfer au quotidien. Cette femme, par exemple, était au parc avec ses enfants où des coups de feu ont éclaté en plein milieu de l'après-midi. Un homme au sol, une jambe et le bassin avec une balle en train de saigner. Voilà. Devant mes enfants. Non, il faut les rassurer, il faut leur dire que non, il n'est pas mort, il est blessé, que c'est pas la guerre et juste un règlement de compte, et il va expliquer ça à des enfants, donc c'est compliqué. En fait, la drogue, elle s'implante massivement dans l'ouest de la France. Depuis quelques années, trafic et usage de stupéfiants y sont en forte hausse. À Rennes, c'est très simple. Plus de 2 personnes sur 1000 sont mises en cause pour trafic de stupéfiants, un chiffre qui dépasse celui de Paris et approche celui de Marseille. Cette flambée, elle s'accompagne d'une augmentation des violences liées au narcotrafic. En 2024, nos rédactions locales ont recensé 64 épisodes de tirs liés à la drogue en Loire-Atlantique et une quinzaine à Rennes, où la préfecture n'en comptait pas plus d'1 ou 2 avant 2020. Les coups de feu éclatent aussi dans des villes moyennes comme Saint-Nazaire, Saumur ou Morlaix, et ce, de plus en plus régulièrement. Une violence alimentée par la drogue dont l'offre n'arrête pas d'augmenter. Le 10 février, 237 kg de cocaïne ont été saisis dans un conteneur au port du Havre. Au total, plus de 53 tonnes de cocaïne ont été saisies en France en 2024, soit plus du double de 2023. Mais alors, comment en est-on arrivé là ? Une poudre blanche inoculée aux 4 coins de la France. En 2024, 1,1 million de Français ont consommé de la cocaïne. Derrière cette poudre et son usage de plus en plus décomplexé, il y a un voyage clandestin, une route dangereuse qui relie les continents. Un périple qui commence loin d'ici, au cœur d'une jungle étouffante. En Amérique du Sud, ici, tout appartient au cartel. Sous un soleil de plomb, des hommes et des femmes arrachent des feuilles de coca avec des gestes mécaniques. Ici, travailler la plante, c'est une question de survie. Les armes des narcotrafiquants veillent au grain. Ils surveillent, dictent leurs règles, imposent leurs lois. Pendant que ces ouvriers des ténèbres gagnent une trentaine de dollars par jour, leurs chefs, eux, amassent des millions. Et pour cause. La production de cocaïne n'a jamais été aussi élevée en Colombie, en Bolivie et au Pérou, les 3 principaux pays producteurs, avec 2700 tonnes en 2022 contre 1134 en 2010. Dans des laboratoires de fortune, cachés sous la canopée, la transformation de la coca commence. Ces feuilles sont broyées, plongées dans des cuves d'essence, mélangées à des produits toxiques. L'air est irrespirable, les vapeurs chimiques brûlent la peau, à la fin une pâte jaunâtre apparaît, la cocaïne prend forme. Les cartels ont leurs propres chimistes, leurs propres routes, leurs propres armées et surtout leurs propres moyens d'exportation. Des hommes et des femmes avalent des capsules de cocaïne avant de prendre des vols commerciaux vers l'Europe. On les appelle des mules. On les repère facilement car ils ne mangent pas. C'est normal, impossible d'ingérer quoi que ce soit quand on a l'estomac rempli de drogue. Parfois, jusqu'à 2 kilos par personne. Ils restent donc immobiles sur leur siège, des heures durant, croisant les doigts pour qu'une dose n'explose pas dans leur ventre et les tue. Mais ce mode de transport reste marginal. Près de 80% de la cocaïne arrive en Europe par la mer. La drogue peut être cachée dans les parois d'un cargo, dans la coque d'un navire. Elle peut même être glissée à l'intérieur d'un conteneur truqué où des tonnes de poudre blanche dorment parmi les cargaisons de bananes ou de café. Direction l'Europe, Anvers, Rotterdam. 2 plaques tournantes où la cocaïne s'engouffre discrètement dans l'ombre de milliers de conteneurs qui y transitent chaque jour. Mais aujourd'hui, un nouvel acteur entre en scène.
Enfin, plusieurs. Ce sont les ports français. Le Havre, Marseille, Saint-Nazaire. En quelques années, ils sont devenus des points stratégiques du trafic. Moins surveillés, plus accessibles, des portes d'entrée idéales pour un marché qui n'a jamais été aussi florissant. Quand on parle des moyens des narcotrafics, il faut simplement avoir un chiffre en tête. C'est que la produire, 1 kilo de coke là-haut, c'est 1 000 €, grosso modo. Dès que ça arrive en France, c'est 32 000 €. Kevin Gretten est journaliste fait diversier chez Ouest France. Depuis plusieurs années, il mène des enquêtes sur le narcotrafic dans les ports de l'ouest de la France, dont celui de Saint-Nazaire, qui est de plus en plus utilisé par les narcotrafiquants. Évidemment, alors il y a les ports comme Rotterdam, Anvers, qui étaient des voies hyper recherchées à une époque. C'est un peu plus surveillé et donc voilà, les narcotrafiquants se rabattent sur des ports un petit peu moins importants, comme celui de Montoire de Bretagne qui est derrière nous. Il faut se rendre compte qu'un port comme Montoire est quand même très peu surveillé. Donc c'est des milliers et des milliers de containers, 2% seulement sont contrôlés, vérifiés par les agents. Parce qu'on sait ce qui est saisi, mais on n'a pas idée en fait de ce qui passe à travers les mailles du filet et c'est énorme. Dans le port de Montoire-sur-Bretagne, le nombre de kilos de cocaïne a été multiplié par 6 en 6 ans. En juin 2017, les douanes ont saisi 72 kilos contre 439 en mai 2023. La dernière grosse saisie, c'était dans des déchets à recycler par exemple. C'était caché dans un container comme ça. Une autre fois, c'était caché sous des bananes. Dans les containers, c'est souvent ça. Dans des paquebots, ça peut être sous la coque. Container, on peut transporter plusieurs centaines de kilos. Un voilier, plusieurs centaines de kilos. Je crois que c'est hyper facile en fait. Les narcotrafics étudient toujours les méthodes policières, douanières. Ils s'adaptent en permanence. Dans les ports commerciaux, dans les structures comme Montoire, évidemment qu'à un moment donné, il y a une complicité. L'histoire judiciaire nous raconte qu'il y a des dockers complices. Évidemment. Mais on sait aussi qu'il n'y a pas que l'appât du gain, il y a également des pressions. Les dockers, des fois, tombent entre les mailles de ces réseaux. C'est hyper violent. Ils connaissent la vie des dockers. Ils savent où ils habitent, ils savent s'ils ont des enfants, ils savent s'il y a des femmes. Et là, les pressions existent. C'est évident. Les dockers n'en parlent pas beaucoup. En réalité, on n'a pas beaucoup de vues sur comment ça fonctionne, ce qui s'y passe. En 2020, un docker a été enlevé, séquestré et tué au Havre. L'enquête a révélé que ce meurtre était lié au trafic de cocaïne dans la zone portuaire. Depuis, la sécurité du port a été renforcée. En 2023, le gouvernement a lancé un nouveau plan de lutte contre le narcotrafic dans les ports français. Recrutement de douaniers supplémentaires, spécialisés dans le contrôle des conteneurs, rotation régulière pour prévenir la corruption, mais surtout la mise en place de scanners mobiles qui permettraient de contrôler jusqu'à 30 conteneurs par heure. 10 scanners devaient être installés dans les principaux ports français, dont Montoire de Bretagne. Mais l'installation a été repoussée à 2025, sans date plus précise. Malgré toutes ces mesures qui ont été mises en place, la drogue, elle, arrive quand même à passer les frontières des ports. Frédéric Teillet, procureur de la République de Rennes, lutte contre le trafic de stupéfiants et les réseaux de crimes organisés depuis des années. Il connaît bien leur méthode. La voie classique, c'est l'acheminement, c'est par la route, par des convois. Alors le grossiste importe, le semi-grossiste redistribue au niveau d'une région à des semi-grossistes et qui, eux, vont ensuite répandre sur les différents points de deal les marchandises, éventuellement d'ailleurs en les reconditionnant et éventuellement en les recoupant, et notamment c'est le cas de la cocaïne. Ces points de deal, ils sont présents partout sur le territoire. En 2023, l'Office anti-stupéfiants français en a recensé 2981, soit 2 fois plus que le nombre de McDonald's dans le pays. Et l'ouest de la France a sa part du gâteau. Sur la zone couverte par Ouest France, nos rédactions ont recensé 150 points de deal. Alors bien sûr, les capitales ligériennes et bretonnes concentrent la majorité de ces points de deal. 44 ont été recensés à Nantes et une trentaine à Rennes, où le trafic est bien implanté, notamment dans les quartiers Maurepas, Villejean et Le Blône. À Brest, port atlantique important, 10 points de deal sont présents dans certains quartiers populaires. Quimper, Saint-Brieuc ou encore Lorient, aucune ville n'est totalement épargnée. Même des communes plus petites, comme Flers, Montaigu ou Fougères, voient apparaître des points de deal. Ici, nous sommes au point de deal de la place de Serbie au Blône, Rennes. C'est un lieu où la drogue se vend en continu, 7 jours sur 7, 15 heures par jour. Ces lieux de vente emploient plus de 20 000 personnes en France et peuvent rapporter jusqu'à 100 000 € par jour à ceux qui les tiennent. Ce n'est pas une simple transaction entre un vendeur et un client.
C'est une organisation bien rodée qui fonctionne comme une véritable entreprise avec des fiches de poste bien précises. Les voici. Le boss, il vit souvent à l'étranger. Il ne touche jamais la drogue ni l'argent liquide, trop risqué. À la place, il délègue au lieutenant. C'est lui qui gère tout sur place, il s'occupe de l'équipe. Au premier lieu, les choufs ou guetteurs. Ils sont généralement 2 ou 3 et ce sont eux qui préviennent si la police arrive en criant « Aha » ou « Attention » en arabe. Salaire, entre 50 et 100 € par jour. Après eux, se trouve le rabatteur. C'est lui qui guide les clients vers le vendeur, qu'on appelle aussi le charbonneur. Lui distribue la marchandise. Son objectif, vendre vite, ne jamais être pris avec du stock. Salaire, 200 à 400 €. Passe ensuite le banquier. Il récupère l'argent et le redistribue. Lorsque le point de deal est à court, intervient le chargeur, c'est lui qui gère le ravitaillement. Installée dans l'immeuble, se trouve parfois la nourrice. Elle stocke la drogue chez elle, dans son appartement. Les réseaux se sont tellement organisés qu'il existe désormais des postes de livreurs. Leur rôle, ramener kebab et boissons aux membres du point de deal. Mais recruter des vendeurs ou des guetteurs dans le quartier, ce n'est pas toujours simple. Alors, les dealers cherchent ailleurs. Sur les messageries cryptées, les offres fleurissent. Les postes ressemblent à ceux qu'on trouve sur Indeed. Cherche équipe de guetteurs déterminés pour four carré et sécurisé au max. Bien payé. Que des jeunes sérieux s'il vous plaît. Merci. Logement, manger, fumette à disposition. Me contacter. Cherche poste de guetteur ou de vendeur, contrat longue durée, discussion en privé suivant le sérieux de l'employé, horaire 11h-21h. On cherche un vendeur, 2 guetteurs, que des temps pleins, repas et boissons pris en charge, plaque d'immatriculation à apprendre par cœur. Si t'as une mémoire de merde, oublie le guettage. Et le fait que les dealers ne proviennent plus des quartiers où ils vendent leurs marchandises crée également des problèmes de violence. C'est ce que nous explique Samuel Nora. Il est journaliste fait diversier à Rennes. Le monde des trafics de stupes, c'est vraiment pas un monde de bisounours, c'est un monde ultra violent. Le profil des dealers, il y a 15 ans, c'était plutôt des jeunes des quartiers. C'était plutôt des habitants, des enfants, des grands frères, des petits frères qui dealaient. Et ça se remarquait souvent quand on rencontrait les habitants, on disait oui, il y a des dealers, mais bon, ils sont gentils, ils nous ouvrent les portes. Bon, on sait pas très bien ce qu'ils font, mais voilà. Et aujourd'hui, ça a complètement changé avec l'arrivée d'éléments venant des intérimaires venus de toute la France, qui intègrent les quartiers et les points de deal, notamment si on parle de Rennes, et qui n'ont pas du tout le même rapport avec les habitants. Beaucoup moins de respect pour les habitants, beaucoup moins de respect pour leur environnement, avec des attitudes beaucoup plus violentes. Ils connaissent pas les gens, ils contrôlent les gens à l'entrée des immeubles, des ouvriers rentrent, ils vérifient si c'est bien des ouvriers, pas des flics. D'où ce qui implique un ras-le-bol des habitants qui subissaient déjà les narcotrafics, mais là qui subissent effectivement une violence qui est en très forte augmentation et beaucoup de nuisances. Le trafic de stupéfiants à Rennes existe depuis des décennies. Mais on n'avait pas, j'ai exercé dans ce parquet il y a 15 ans, il n'y avait pas ces faits de violence. On est dans une logique économique, on a un produit à écouler, il faut donc avoir des points de vente pour le faire. Or, les points de vente, ils sont tenus par les uns ou par les autres, et si on veut vendre plus, pour gagner plus, il faut conquérir des marchés. Cette drogue, elle arrive là par des trafics, et ces trafics se font au prix de la violence, au prix du sang. Voilà. Un constat corroboré par les chiffres. En 2024, nos rédactions locales ont recensé 94 épisodes de tir sur la zone couverte par Ouest France, contre 68 en 2019, soit une hausse de 38%. Et si avant les épisodes de tir étaient fortement concentrés en Loire-Atlantique, avec quelques épisodes dans le Finistère et le Morbihan, ils touchent désormais une grande partie de la zone, notamment la Vendée, le Maine-et-Loire, l'Orne ou la Manche. Et les villes de taille moyenne, comme Saumur ou Alençon, sont désormais également touchées. En Ille-et-Vilaine, plus de 15 épisodes de tirs liés au narcotrafic ont été recensés, contre 1 en 2019. Un fléau qui ne risque pas de disparaître rapidement. Car depuis le Covid, il devient de plus en plus facile de se procurer des stupéfiants. Et ce, même à domicile. Après Uber Eats, vient l'Uber Sheet ou l'Uber Coke, de plus en plus utilisé par les semi-grossistes qui gèrent également des points de deal classiques. Ce service de livraison, il s'organise sur les réseaux sociaux et les messageries cryptées. En fait, il permet de recevoir la drogue chez soi aussi facilement qu'une pizza ou un burger. Plus besoin donc de sortir ou de faire des trajets en voiture pour recevoir sa drogue. L'Uber Coke, c'est donc une manière plus pratique et plus sécurisée de consommer, pendant laquelle l'échange se fait sur une messagerie cryptée. Il fait émerger des call centers de la coke,
des réseaux coordonnant standardistes et livreurs, et surtout, ils captent une part croissante du business, générant des revenus qui rendent parfois incrédules. Zanzi-Shop, un réseau rural dans le Maine-et-Loire, a par exemple engrangé plus de 1,2 million d'euros en quelques mois en 2023. Selon l'OFAST, ces réseaux virtuels complètent les points de deal, et ce sont souvent les mêmes trafiquants qui tiennent les deux circuits. Il n'y a pas de drogue récréative, il n'y a pas de drogue festive, il y a la drogue. Voilà. Il y a la drogue qui n'arrive pas comme par enchantement. Moi, ce qui me choque profondément, c'est qu'on a des gens qui continuent d'aller sur les points de deal, qui continuent de faire fonctionner cette économie, alors qu'ils savent très bien qu'un petit enfant de 5 ans s'est pris 2 balles dans la tête il y a quelques mois. Et le nombre de consommateurs ne cesse d'augmenter, faisant de cette poudre blanche la deuxième drogue la plus consommée en France. Qui dit consommateur, dit argent. Le marché global des stupéfiants en France est estimé entre 3,5 et 6 milliards d'euros annuels. Et qui dit argent sale, dit violence. Selon un rapport du Sénat, entre 80 et 90% du nombre total des règlements de compte, des meurtres et des tentatives de meurtre entre délinquants s'expliquent par des différends liés au trafic de stupéfiants.